Père Pierre de Charentonnet, bonjour et bienvenue sur la chaîne vidéo de la paroisse de Saint-Ginier. Vous êtes déjà venu nous donner une conférence. C'était il y a 3 ans, ça portait sur la laïcité. Aujourd'hui, vous nous parlez des élections américaines et de la démocratie. Je rappelle pour nos auditeurs que vous êtes jésuite, ancien rédacteur en chef de la revue Études, diplômé de l'université de Fordham à New York et professeur pendant 4 ans dans les universités donc de Fordham et de Boston College à Boston, directeur adjoint de l'ICM, maintenant à Marseille. Vous êtes l'auteur de nombreux livres, dont La démocratie, ennemie de la démocratie, en 2018, et plus récemment, Face à la crise climatique, en 2020. Nous avons remarqué qu'il n'y a eu qu'un seul tour à l'élection américaine. Alors, pourquoi ? C'est parce que le système américain est très particulier. En réalité, il n'y a que deux grands partis aux États-Unis. Malgré de nombreux essais sur la création d'autres partis, ça n'a jamais fonctionné. Il y a donc deux grands partis, et ce à quoi nous avons assisté pendant la campagne, c'est une sélection des leaders de chaque parti. Donc on a pendant plus d'un an une multitude de débats et de discussions dans chaque parti pour élire un responsable qui va tenir la liste de chacun de ces partis. Et puis, il y a l'élection finale qui est entre deux candidats. Les gens ont à choisir entre ces deux candidats. Donc, un seul tour. Vu de l'extérieur, on a l'impression d'un système démocratique assez compliqué, assez complexe. Alors, les élections aux États-Unis, comment ça marche ? Alors, ce sont des élections qui marchent par État. Il y a 50 États aux États-Unis et l'élection se déroule dans chaque État. Et c'est le résultat de chacun de ces États qui va finalement faire l'élection générale. Curieusement, on compte quand même le nombre de votes que chacun des candidats a eu. Et par exemple, Joe Biden a eu 77 millions de voix, Donald Trump a eu 72 millions de voix. Donc il y a une très nette différence de 5 millions. Mais il faut faire un calcul par État. Alors, la Californie, par exemple, aura 50 grands électeurs. Dans chaque État, on élit des grands électeurs. Donc, la Californie a 55 grands électeurs qui sont démocrates tous, parce que quand un des partis gagne l'élection dans un État, tous les électeurs sont de ce parti. Donc, tous les électeurs californiens sont démocrates. En revanche, dans des États comme le Montana ou l'Iowa, ces électeurs sont tous républicains parce que le vote a été dirigé vers le Parti républicain. Donc il faut attendre le résultat de chacun de ce qui se passe dans chaque État pour avoir le résultat final. J'ai le sentiment que les débats pendant la campagne ont été assez houleux. Quels ont été les thèmes principaux de la campagne ? Alors, on a observé, enfin les observateurs de la campagne ont dit d'abord il n'y a pas eu beaucoup de débats de fond. Si vous vous rappelez le débat du mois de septembre, qui était le premier grand débat entre Joe Biden et Donald Trump, il y a eu peu de sujets abordés, ça a été beaucoup des invectives, des histoires, des critiques, des noms d'oiseaux qui se sont envoyés l'un à l'autre. Néanmoins, la campagne a abordé plusieurs thèmes qui étaient importants. Le thème de l'économie, où en général Donald Trump a plutôt bien réussi par un certain nombre de mesures comme la baisse des impôts, mais qui ont favorisé une certaine catégorie de personnes. Mais c'est une période positive pour lui dans le sens que c'était une période de plein emploi. En revanche, la crise du Covid a été très négative pour lui, et on en parlera tout à l'heure, parce que on voit les courbes qui sont en croissance grave. Un autre sujet qui a été très débattu, c'est l'environnement, puisque Donald Trump avait choisi de se retirer de l'accord de Paris, qui imposait des règles assez strictes pour les gaz à effet de serre notamment, et la biodiversité, etc. Et en se retirant des accords de Paris, il a mis toutes les questions de l'environnement de côté, et il a dérégulé de nombreux sujets sur l'environnement. On a compté 163 règles sur l'environnement qui ont été dérégulées par lui dans l'espace des 4 ans. Donc là, il y avait un débat sur lequel Joe Biden a beaucoup discuté. Autre question concernant l'esprit général de cette campagne. Est-ce que les adversaires et les deux camps se sont montrés vraiment fair-play ? Peut-on parler d'une élection démocratique ?
Alors c'est une élection démocratique dans le sens qu'elle a suivi des règles, et je pense que ces règles ont été appliquées. Le problème c'est, et vous faites référence aux questions du débat, à l'esprit du débat, et là vraiment on a un débat qui n'a pas été démocratique dans le sens où c'est normalement un esprit de respect, de discussion rationnelle, dans la tradition de la démocratie selon Tocqueville, qui connaissait bien la tradition américaine, il y a un respect de l'opposant, un respect de l'opposition. On discute avec lui. En revanche, la difficulté était que Donald Trump a souvent pris les démocrates pour des ennemis. Il les a diabolisés. Il a dit ce sont les ennemis de l'Amérique. Or, les démocrates ne sont pas plus les amis ou les ennemis de l'Amérique que les républicains. Donc, si on veut un débat vraiment démocratique, il faut respecter l'opposant et entrer dans un débat rationnel sur des idées. Mais malheureusement, ça a été très souvent un débat très violent. Et le premier débat dont on a parlé tout à l'heure, en septembre, a laissé une impression de malaise à beaucoup de monde, en disant que c'est pas un débat entre responsables démocratiques. Alors on en a déjà un petit peu parlé, mais ici donc en France, notre actualité est bien occupée par l'épidémie de Covid, comme dans le reste du monde d'ailleurs. Est-ce que le Covid-19 a eu un impact sur les élections aux États-Unis? Il a eu certainement un impact parce que la gestion de Donald Trump du Covid a été tout à fait erratique. Au début, il a dit que c'était une petite grippe. Il a dit ensuite qu'on allait trouver un vaccin très rapidement et très facilement. Il n'a jamais porté de masque pendant des mois et des mois. Il a mis le masque que récemment, et il a toujours sous-estimé les effets de cette pandémie. Il y avait à côté de lui un docteur, vous savez, le docteur Fauci, qui est devenu célèbre aux États-Unis et partout, qui était là pour dire la vérité des chiffres, l'exigence qu'il fallait pour gérer cette pandémie. Et il s'est fait rabrouer de nombreuses fois. Alors les résultats sont catastrophiques, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui à peu près 240 000 morts. Aujourd'hui même, on a 160 000 contaminations de plus en une journée. Donc il y a un vrai problème du Covid. Alors en plus, et des analystes ont dit ça, autant Donald Trump est tout à fait capable de gérer un problème économique, parce il est chef d'entreprise, donc il sait attirer les gens dans un dynamisme économique, autant une question comme le Covid, qui demande une sorte d'empathie avec la population, une capacité de dire je comprends vos difficultés, mais il y a un effort à faire, etc. Il n'a jamais réussi à tenir ce langage. Et donc c'est peut-être le Covid qui, en grande partie, lui a coûté sa présidence, c'est qu'il n'a pas réussi à entrer dans les soucis de la population. Revenons sur le processus des élections. Pourquoi les résultats définitifs sont-ils si compliqués à obtenir et comment se fait la proclamation du vainqueur? Alors, les résultats, en effet, sont très compliqués et surprennent dans un contexte comme la France. On se dit quand même un pays comme les États-Unis devrait nous donner les résultats dans les 24 heures. En fait, les résultats d'abord sont par État. Donc, chaque État compte les votes. La deuxième problème, c'était qu'il y a eu un vote anticipé. Donc, les gens pouvaient voter par correspondance avant ou même se déplacer dans des lieux de vote plusieurs jours avant. Mais tous ces votes qui sont faits avant ne sont pas comptabilisés avant le jour du vote. On ne commence à les comptabiliser qu'à partir du jour du vote. Et il y a eu 95 millions de votes anticipés. C'est donc énorme. Donc, le jour où on commence le dépouillement, on a tous les gens qui se sont déplacés et on a les 95 millions de votes à compter. Et ça prend des jours et des jours. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, on a des résultats très rapides dans certains États parce que la majorité est claire. Par exemple, justement, pour reprendre la Californie ou l'État de New York, où 2/3 des votes sont démocrates, il est évident qu'on aura les résultats pratiquement dans la journée, parce qu'on sait que le nombre de votes qui restent à dépouiller ne feront pas changer le résultat final. En revanche, quand le vote est très serré, on attend au dernier moment pour pouvoir proclamer, tant que le nombre de votes qui restent à dépouiller ne peut pas remettre en jeu le vote.
le résultat final. Donc c'est pour ça qu'on a attendu. Aujourd'hui, on vient d'apprendre que l'Arizona avait été gagné par Biden. Ça lui fait 11 grands électeurs de plus. Mais on le sait qu'aujourd'hui, et on est le 13 novembre, on est déjà presque 10 jours après l'élection. Et il y a encore des États où ça n'est pas terminé. La Géorgie, on attend le résultat final, et en plus, il va falloir recompter parce que le débat est très serré, les votes sont très serrés. Alors on va avoir une transition de 2 mois avant la prise de fonction du 20 janvier, c'est ce qu'on appelle l'investiture, je crois. Oui, l'investiture, oui. Comment se passe cette transition? Alors la transition, en général, doit se faire comme normalement aux États-Unis, dans un esprit démocratique. C'est-à-dire que l'opposant reçoit celui qui est élu, ou le président, l'ancien président reçoit celui qui est élu le plus vite possible à la Maison-Blanche, souvent 2 ou 3 jours après, et il a reconnu ou sa défaite ou sa victoire. Mais là, on est dans un cas très particulier, parce que Donald Trump refuse de reconnaître sa victoire, il clame qu'il y a eu des fraudes massives, alors que les officiels du ministère de l'Intérieur, qui sont quand même des gens assez sérieux aux États-Unis, reconnaissent qu'il n'y a pas eu de fraude. C'est une des élections qui a été la plus régulière qui soit. Donc, il y a des rumeurs, bon, on entend des rumeurs, et Donald Trump ajoute à ces rumeurs, mais il n'y a pas de fait avéré, donc on aura des résultats qui vont venir assez vite, mais qui seront décidés progressivement par les derniers votes ou les derniers États qui vont voter. Alors la transition, il va y avoir, normalement, il y a le président en exercice va accepter donc dans ce cas sa défaite, et il informe le nouveau président élu de tous les faits qui est important dans l'État. Le nouveau président élu a un budget pour ces 2 mois, et le 20 janvier, donc, il y a la possession et l'investiture. Mais vous voyez que ça va être très compliqué, parce que Donald Trump continue à dire qu'il n'a pas perdu. Et peut-être que ça peut être même, il va peut-être dire ça pendant longtemps, des mois après. Parce que c'est pour lui un moyen de garder la main sur le Parti républicain. Vous voyez, on a menti, mais avec le Parti républicain, je vais revenir en 2024 et je vais pouvoir être de nouveau candidat. Donc il y a un jeu compliqué de Donald Trump par rapport au Parti républicain. Alors on parle de fraude, on parle de recomptage et de procès. Est-ce que la démocratie américaine est en danger? Alors, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'elle soit en danger dans les institutions. Les institutions sont sauves et elles n'ont pas été manipulées. En revanche, pour ce qui concerne vraiment l'esprit démocratique, il y a un vrai problème. Parce que à dire des mensonges ou à laisser fonctionner des rumeurs, on sape évidemment la confiance que les citoyens peuvent avoir par rapport au gouvernement. Maintenir l'idée qu'il y a eu des fraudes massives alors que ça n'est pas vrai, ça sape la confiance des gens par rapport à la loi. Or ça, c'est vraiment tout à fait antidémocratique. La démocratie, c'est une confiance du citoyen par rapport à l'État et par rapport au président. Alors là, il est en train de saper cette confiance, et c'est un vrai problème de fond sur l'esprit de la démocratie. Dernière question, quelle a été la place de la religion dans le vote? Alors on dit toujours que la religion ne fait pas le vote, mais que le facteur religieux peut avoir une influence sur le vote. Et c'est vrai, dans un cas en particulier pour celui de Donald Trump, c'est que les évangéliques, qui sont près de 90 millions, sont en majorité pour Donald Trump, très largement pour lui. Parce que, ils l'ont dit, il est l'élu de Dieu, un tas de choses qui, pour nous Français, paraissent assez étranges, mais c'est leur manière de parler du rôle de Donald Trump. En revanche, pour les catholiques, c'est beaucoup plus compliqué, parce que les catholiques ont une vision très très divisée sur Donald Trump. Il a été très
opposé à l'avortement, et en ce sens il aura l'appui de tous les évêques américains, et de même sur les questions de bioéthique. En revanche, sur les questions d'immigration, les questions sociales, la fameux mur qu'il voulait construire avec le Mexique, les prisons, des sujets sociaux très importants, l'ensemble des catholiques, et les évêques en premier, ont dit leur désaccord. Donc il y a un mixte des catholiques sur ce sujet, et on ne peut pas dire que les catholiques ont voté dans un sens ou dans un autre. Pierre de Charentonnet, merci pour vos éclairages, toujours très précieux sur l'actualité. Ça fait du bien de prendre un peu de hauteur par rapport à tous ces thèmes de société. Et ce détour aussi par les États-Unis nous permet de nous interroger sur notre propre démocratie. Merci, et puis j'espère à bientôt pour un nouveau sujet. Merci, Julien.